Alors, bonjour. Je vais essayer aujourd'hui de vous présenter une intervention, enfin d'intervenir, pour expliquer et de vulgariser les différents objectifs et intérêts de la modélisation moléculaire. Alors, c'est une approche qui est essentiellement basée sur la mécanique quantique. Hein, sur la mécanique quantique. Alors, moi, j'ai intitulé mécanique quantique, mais aussi sur la mécanique classique. Donc j'ai intitulé mon intervention Intérêt et objectifs de la modélisation moléculaire en chimie. Alors avant de commencer, je voudrais me présenter. Donc je suis le professeur Abdelhafid Jourourou, professeur de chimie à l'université Beji Mokhtar à Annaba. Alors je suis docteur de l'université de Paris-Sud Orsay et avant d'être docteur de l'université de Paris-Sud Orsay, j'ai fait un DES de chimie à l'université d'Annaba et un DES de chimie, un magistère de chimie à l'université de Annaba. Bien sûr, dans le domaine de la chimie organique. Alors, je reviens donc sur le préambule de cette intervention. Donc, je vais juste vous donner quelques idées de ce que c'est que la modélisation moléculaire. On ne va pas s'approfondir beaucoup parce que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et dans ces conditions-là, je voudrais simplement vous donner quelques idées. Qu'est-ce que c'est que la modélisation? Enfin, ce que moi, je sais. On va commencer par la modélisation donc, en chimie organique. Alors, la modélisation en chimie organique, on peut modéliser différentes choses. D'abord, la réactivité, c'est vraiment ce qui intéresse le plus majoritairement les chimistes, la réactivité, les mécanismes, etc. La relation structure-activité des molécules, qui est une technique donc, qui va nous permettre de connaître l'activité d'une molécule selon sa forme, sa structure, son pharmacophore, etc. Enfin, la relation d'une molécule ligand avec son récepteur, ce qu'on appelle le docking, et enfin faire du screening virtuel. Voilà à peu près moi, ce que je sais de d'autres techniques, bien sûr, qui sont nouvelles et qui sont tous les jours. Alors, concernant les outils, pour faire de la modélisation moléculaire en chimie organique, on a besoin de calculateurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un calculateur? C'est tout simplement un ordinateur. Alors, il y a plusieurs types d'ordinateurs, hein. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Il y a des stations de travail, il y a ce qu'on appelle des clusters, il y a des racks de calculateurs, il y a des calculateurs qui font des calculs extraordinaires. Mais d'une manière générale, un ordinateur simple peut faire des calculs. Enfin, on a besoin d'éditeurs de molécules. Les éditeurs de molécules, bon, vous en avez plusieurs. Vous en avez Puravia qui est gratuit, vous en avez Chemdro, vous en avez... ça, c'est des éditeurs de molécules qu'on peut trouver facilement, soit qu'on peut acheter. Et bien sûr, vous avez aussi certains programmes qui ont leur propre éditeur. C'est le cas, par exemple, de CoSView. Voilà, vous avez CoSView qui est une suite donc, de Gaussian. Donc, vous êtes obligé à chaque fois d'acheter. Pas obligé, hein, c'est plus pratique. Vous avez Avogadro, etc. Tout ça, c'est des éditeurs, c'est-à-dire c'est des logiciels qui vont vous permettre de dessiner les molécules. Voilà, concernant les... Alors, pour ce qui concerne les programmes, vous en avez plusieurs. Alors, les chimistes organiciens, notamment ceux qui font de la réactivité, utilisent principalement 2 ou 3 logiciels. Donc, ils utilisent généralement Gaussian, Hypercam et quelquefois Jaguar, c'est-à-dire qui fait partie de la suite Schrödinger. Enfin, ça, c'est des programmes, bon, vous en avez plusieurs. Vous pouvez aller sur Internet et voir, il y en a tellement des programmes que... vous pouvez en trouver, ils en font une liste ici, par exemple. Moi, j'ai trouvé ça sur Internet. Ils en font une liste tellement qu'ils sont nombreux par ordre alphabétique. Donc, vous avez Autodoc, vous avez, je sais pas, Avogadro, vous avez BioAvia, Chemical Computing Group. Il y a même des logiciels qui sont développés par des labos. C'est-à-dire que c'est des logiciels propres à des labos. Vous avez Gmol, Toujours est-il qu'un logiciel
est adapté à un type de recherche, il faut le rechercher et il faut l'utiliser. Le logiciel qui vous convient le mieux, c'est le meilleur logiciel. Voilà, il faut prendre ça comme définition. Enfin, les banques de données. Alors, les banques de données, vous en avez besoin. Par exemple, la banque RC Bank. Vous avez là une banque très puissante qui contient tous les fichiers PDB. Donc, la banque RC. Donc, vous avez des banques de données, RC Bank. Parfois, vous avez besoin de structures. Donc, voilà. La banque RC Bank. C'est une banque très utilisée par les chercheurs. Et c'est une banque, bien sûr, qui n'est pas très... Voilà, donc là, c'est banking, Google Solutions, donc il faut entrer à l'intérieur, etc., chercher, il faut un login, etc. Vous avez d'autres banques, bien sûr, de données, et maintenant, pratiquement, tous les grands centres de recherche, etc., tous les organismes ont leur propre banque de données. Et enfin, il faut avoir accès à certains sites contenant certaines structures moléculaires, donc des sites ou même certains logiciels qui peuvent vous aider. Il y a certains sites qui ont des logiciels qui peuvent vous aider à faire de la simulation, bien sûr. On va commencer tout de suite par la modélisation de la réactivité chimique. On peut modéliser la réactivité chimique selon trois approches ou techniques différentes en utilisant soit la théorie des orbitales moléculaires frontières, soit l'état de transition, donc c'est ça, soit la DFT. La DFT, ce qu'on appelle la DFT conceptuelle, et à partir de là, on a le développement de ce qu'on appelle les descripteurs chimiques. Enfin, concernant la FMO, donc, qui est une technique qui est basée sur le paradigme, on va dire, l'idée que ce sont les orbitales à la frontière, donc au niveau de la molécule, donc au niveau énergétique, qui vont réagir. Donc vous avez la plus haute occupée qui va réagir et la plus basse vacante. Ce sont deux. Donc à partir de là, vous avez une idée de ce que peut donner la molécule. Alors là, vous avez un exemple, hein, l'exemple d'un amine oxyde avec un alkylaldéhyde qui vont donner deux produits, donc deux régions isomères qui sont les deux isoxazolines, donc un aduit 1 et un aduit 2. Et là, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les gaps qui vont permettre le saut de la homo vers la humo. Alors là, la première des choses qu'il faut faire, il faut faire ce qu'on appelle voir quel est le saut qui va fournir le moins d'énergie. Et c'est à partir de là, on va définir ce qu'on appelle la nature de la réaction. Soit c'est une réaction d'Evans, soit c'est une réaction d'Evy. Alors si c'est le supposé nucléophile qui va donner ses électrons, donc on va dire que c'est une réaction d'Evans. Si c'est l'inverse, on va dire que c'est une réaction d'Evy. Voilà, dans ce cas-là, vous avez donc c'est une réaction d'Evans, donc c'est forcément le produit A. Le produit A qui va donner son. Ouais, attention, non, il n'est pas très visible. Alors, c'est le produit A qui va donner donc son doublé vers c'est le homo doublé la homo le produit A qui va donner à l'animo le produit B. Et ça, c'est une réaction donc D1. Supposez que A est nucléophile, voilà, celui-là est électrophile. Puis ensuite, à partir de là, on va juste voir les grandeurs, les orbitales, qui sont calculées bien sûr par un logiciel, hein, les orbitales, et on va voir que on va faire combiner les grands avec grand et petit avec petit. Grand avec grand et petit avec petit. Pourquoi? Parce que la théorie de Hooke nous dit que pour avoir une liaison chimique, la réaction a lieu avec ou
à travers les orbitales les plus grandes, c'est-à-dire pour avoir un recouvrement maximum. Et à partir de là, vous avez donc l'ADUI. Donc le plus important, c'est l'ADUI 2, c'est lui qui va nous donner, à partir de ce concept, c'est l'ADUI qui va être majoritaire. Bien sûr, au niveau de la modélisation, on fait qu'un constat, c'est-à-dire que ce travail-là, il a été fait expérimentalement, et nous, il faut qu'on prouve justement que c'est l'ADUI 2 qui est produit. Voilà à peu près l'idée de la FMO, l'idée de l'utilisation de la FMO. Ensuite, vous avez la théorie de l'état de transition. Alors là, ça c'est le postulat d'Hering. Vous avez donc le même problème, c'est un problème de liaison. C'est pas grave, on va juste refaire. Alors, ouvrir, voilà. Là, vous avez, ça c'est la FMO, pardon. Je vais revenir en arrière. Je vais vers le TS. Voilà, ouvrir le lien hypertexte. Voilà, donc on va tout refaire. Je vais faire ici. Voilà, oui. Et puis refaire une deuxième fois. Ouvrir le lien hypertexte et voilà. Donc, étude de réaction organique par la réaction, bon, vous avez des produits qui vont donner des réactifs, AP qui va donner cyclicité. Et ça, c'est la courbe d'Hering. Donc, vous avez des réactifs qui vont conduire à des produits. Voilà. Et au milieu, vous avez un état de transition. Et c'est ça qui vous intéresse le plus. Alors, cet état de transition, il va être atteint si vous avez, par exemple, dans notre cas, vous avez deux voies, la voie ortho et la voie méta. Vous avez deux produits. Vous avez le produit ortho et le produit méta. Et en faisant justement la courbe d'Hering, vous apercevez que l'état de transition ortho est plus vite atteint que l'état de transition méta. Donc ce sera le produit ortho qui sera majoritaire. Donc ça, c'est une théorie qui se dit. Alors, en plus de ça, la technique ou la théorie de l'état de transition nous permet aussi de faire de la stéréochimie. Elle ne fait pas que de la régiosélectivité, elle peut faire aussi de la stéréosélectivité. Et ça, c'est important, c'est un plus par rapport à ce qu'on a vu avec la FMO qui ne permet pas, elle, de faire de la stéréosélectivité. Enfin, on va terminer au niveau de la réactivité, de la modélisation de la réactivité chimique par la DFT. Alors, la DFT, je vais faire deux fois pour que ça se... Je ne comprends pas ouvrir le lien. Voilà. Et là, vous avez la DFT conceptuelle. Alors, l'intérêt de la DFT, c'est qu'elle va définir des grandeurs physiques, des grandeurs, des grandeurs que l'on peut observables, on va dire. Et ça va définir l'électronégativité, le potentiel chimique, etc., etc. Et ce sont ce qu'on appelle des indices globaux pour chaque molécule, parce que notre intérêt, c'est de connaître quel est le nucléophile, quel est l'électrophile. Donc là, vous avez toute une série de paramètres, voilà, de descripteurs qui vont nous permettre de connaître qui est l'électrophile, qui est électrophile, qui est nucléophile. C'est ça qui est le plus important. Ça, du point de vue global. Et puis, on va passer aux indices locaux. Et ça, c'est plus intéressant encore, puisqu'on va connaître les atomes qui vont réagir. Et qui vont, quel est si un atome, par exemple un carbone, va réagir avec un autre carbone, quel est le plus électrophile, le plus nucléophile. Donc, c'est celui qui attaque, etc. Et ça va nous conduire à définir ce qu'on appelle les fonctions de Fouquier, et puis à définir des indices de part, etc., etc. Donc voilà, tout ça c'est pour vous donner une idée. Alors, dans ce cas précis, moi je vous conseille, pour les gens qui s'intéressent à ça, de voir la publication de Domingo. Hein. C'est une publication qui a été faite dans Molécule et qui est une publication complète. Donc je vous donne même des exemples.
même des exemples, des définitions, le sens physique des termes, etc. Qu'est-ce que c'est que la DFT conceptuelle, qu'est-ce que c'est que, d'où est-ce que ça vient, etc. etc. Donc, vous avez tous des exemples, même des réactions chimiques où il analyse plus ou moins le c'est très important parce que là, c'est vraiment un contenu où il y a un contenu très très riche au niveau de la connaissance. Voilà, donc concernant la dernière partie. Alors bon, maintenant pour les comparer, bon, les gens abandonnent de plus en plus la FMO, parce que c'est une théorie plus ou moins éculée et qui est usée. Donc les gens travaillent plus avec l'état de transition à la DFT. Alors, en gros, concernant la modélisation moléculaire de la réactivité chimique. On va passer maintenant à la relation structure-activité des molécules. Alors, la méthode CUSAR, Quantitative Structure Kinetics, cette méthode s'appuie sur le principe de l'activité biologique. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est faire ce qu'on appelle un modèle mathématique avec des descripteurs qui sont générés par des logiciels. Donc, il y a des étapes à faire. Donc, la première des choses, c'est de faire un ensemble de molécules qui ont le même pharmacophore, qui ont la même activité, en fin de compte. Et après, les diviser 80% pour training set et 20% pour test. Et puis, développer au fur et à mesure un modèle mathématique grâce à une série de procédures, ce qu'on appelle la sélectivité objective, puis la sélectivité subjective, qui va utiliser un algorithme et qui va lier, donc c'est dans cette à partir de là, l'activité à certains descripteurs, etc., etc. Donc, faire une étude, une étude statistique, puis après, l'étude statistique, faire une validation interne plus externe, une randomisation, et puis faire un modèle solide qui va nous permettre de, si on veut par exemple tester une molécule, voir si elle a cette activité-là, donner une réponse assez rigoureuse. Donc vous avez en gros, si on veut ouvrir NR, donc là vous avez les méthodes donc CUSAR, qui sont basées essentiellement CUSAR, donc vous avez molécules, théorie, des expériences, et puis au niveau de la théorie, vous avez juste des descripteurs pour aboutir à connaître l'activité. Donc, voilà. Présentation de la donc vous avez, comme je vous disais, deux types, donc introduction de dataset, puis après vous avez dessin du dataset, calcul, développement du modèle, validation du modèle. Alors, vous générez d'abord, la première des choses, il faut générer des descripteurs, donc vous prenez tous vos molécules, vous les optimisez avec un logiciel, puis après vous faites générer vos descripteurs. Et puis vous faites ce qu'on appelle alors voilà qu'est-ce que c'est que les descripteurs. Donc vous avez plusieurs types de descripteurs, les descripteurs 0D, ND, 2. D c'est la dimension, les descripteurs moléculaires 0D c'est la formule chimique, etc. Les descripteurs ND c'est tout ce qui concerne la longueur, la liaison, les groupes fonctionnels, etc. 2D c'est le graphe, à partir d'un graphe, il est possible de calculer des descripteurs qui prennent en compte la connectivité entre molécules, les indices topologiques, etc. Enfin, la résistance géométrique 3D est une molécule qui permet la dérivation de descripteurs qui codent les informations sur la distribution spatiale des atomes. Donc à peu près, voilà, qu'est-ce que c'est que les descripteurs? Tous ces descripteurs sont générés à partir donc, de logiciels, notamment le logiciel Dragon. Et actuellement, je crois, il est à 6000 descripteurs. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur le Wahd. Donc voilà, on vous explique ici, par exemple, on vous explique qu'est-ce que c'est quelle est la nature de ces descripteurs. Donc, c'est des descripteurs constitutionnels qui sont liés à la topologie, etc., à la connectivité, etc.
Voilà, donc vous développez un modèle par la sélection objective, puis la sélection subjective, etc., pour aboutir à la fin à ce qu'on appelle une formule. Donc l'activité, vous allez lier l'activité, vous allez lier en fin de compte l'activité que vous allez voilà, vous liez l'activité vous liez l'activité avec l'étude de réaction chimique. Non, ça c'est le talking. Modèle, molécule, page, forme, etc. On va lier l'activité en fait. Donc on va lier l'activité. Voilà, voilà, donc ça c'est un travail que nous avons fait à l'université d'Annaba. Voilà. Sommaire, voilà. Alors stratégie, étude de l'activité, généralité, modélisation de la concentration. Par exemple, là, on a modélisé la concentration. Vous allez voir que on a choisi donc toute une série de molécules, donc de quinolines, et puis on a fait toute une série de et à la fin, on a déterminé donc 5 descripteurs. On a trouvé 5 descripteurs. Et ces 5 descripteurs, on a pu, grâce à développer ce qu'on appelle une formule, donc ce qu'on appelle un modèle, liant donc l'activité antibactérienne à des descripteurs. Voilà en gros le travail qu'on peut faire dans le QSAR. C'est valable aussi pour le QSAR 3D. Hein. Ce n'est pas valable que pour le QSAR 2D. Voilà à peu près ce que je voulais dans ce domaine-là. Alors le docking, alors ça c'est, moi j'ai jamais personnellement fait du docking, mais le docking est une méthode qui prédit l'orientation d'une molécule, le ligand par rapport à une autre pour avoir le complexe le plus stable. Il est fréquemment utilisé pour l'étude de la cible moléculaire des médicaments et réduit les essais expérimentaux. Deux approches basées sont utilisées et sont basées essentiellement donc, sur la complémentarité des surfaces, donc il faut que les surfaces soient complémentaires, et basées sur le calcul énergétique au niveau entre la cible et le ligand afin de trouver le niveau le plus bas. Voilà à peu près. Là, vous avez le docking. C'est vraiment un domaine qui est très utilisé. Domaine très utilisé donc, par les chercheurs qui commencent à prendre. Vous avez une règle, la règle de Reinstein-Suzuki qui doit être, on respecte le poids moléculaire, le coefficient de partition qui doit être inférieur à 5, le nombre de donneurs qui doit être inférieur à 5, le nombre d'accepteurs de liaison hydrogène qui doit au maximum être inférieur ou égal à 10, et le nombre de fonctions rotables, c'est-à-dire la rotation du ligand à l'intérieur de la cible. Voilà à peu près les conditions. Et vous avez bien sûr des techniques, les algorithmes génétiques, les interactions, vous choisissez votre pharmacophore, d'accord, les interactions de log design, etc., constantes, et vous faites ce qu'on appelle, surtout le plus important, c'est le delta G. Donc c'est le delta G, c'est le plus important. Donc il y a une série il y a l'amarrage plus l'énergie. Et ça, c'est un. Et puis après, voilà, vous avez tous les types de liaisons covalentes, liaisons ioniques, etc., qu'il faut mettre en évidence et analyser. Voilà à peu près concernant le docking. Je ne voulais pas m'étaler parce que c'est un domaine que je n'ai pas très étudié personnellement. Donc je ne vous ai pas dire quelque chose que. Et enfin, je terminerai par le screening virtuel. Alors, le screening virtuel il est venu tout simplement pour, en plus parce que les gens qui font du docking, ils ont besoin de molécules et pour
faire des essais, etc. Et grâce à ce qu'on appelle aux banques de données, donc ce qu'on appelle des chimiothèques, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle des essais, etc. Et Meria Binter. Voilà. Donc, généralement, c'est ça le screening virtuel. Alors, vous avez ce qu'on appelle des. Le problème, la chose la plus importante du screening virtuel, qui doit être faite, c'est choisir la bonne chimiothèque. Parce qu'après, il ne faut pas faire parce que vous avez accès à une certaine, à une chimiothèque bien déterminée que, donc, vous avez là une publication sur les chimiothèques, etc. Il vous explique pourquoi c'est très important, etc. Vous avez des sites, alors, sites internet, fournisseurs, il y en a ceux qui sont gratuits, il y en a ceux qui et qui vous permettent donc de situer la molécule avec laquelle vous allez travailler, avec laquelle vous allez faire votre talking. Donc, on a toute une série, donc il y a l'amine, c'est une des plus importantes, qui est les banques de données. Voilà, il y a des banques de données chinoises gratuites, il y a des banques de données qui ne sont pas gratuites, etc. Donc voilà, il faut faire attention. Voilà en gros ce que je voulais sur lequel je voudrais intervenir. Ben, je vous dis bon, la prochaine et je vous remercie de vos attentions et je m'excuse donc du retard que j'ai pu avoir puisque j'ai été un peu